Sous les néons blafards de l'atelier El Mansouri Textile, la chaleur semblait s'infiltrer jusque dans les os, étouffante, poisseuse, comme si l'air lui-même transpirait la fatigue des ouvrières. Nadia El Mansouri, silhouette fine et concentrée, travaillait sur une robe de soie ivoire destinée à une maison de haute couture parisienne dont elle n'avait jamais vu les vitrines. Les machines bourdonnaient comme des essaims d'insectes mécaniques, couvrant à peine le cliquetis régulier de ses ciseaux et le frottement du tissu contre sa peau. Autour d'elle, des dizaines de femmes cousaient, brodaient, assemblaient, chacune prisonnière d'une routine aussi précise qu'un châtiment. Nadia, 37 ans, n'avait plus peur du bruit ni du temps. Elle s'était habituée à la répétition, à la fatigue, au goût métallique du café avalé à la hâte. Ce soir pourtant, quelque chose changeait. Dans la lumière tremblante des lampes, son regard brûlait d'une résolution nouvelle. C'était un soir de juillet 2022, et la mer, à quelques kilomètres, n'apportait que la moindre fraîcheur. L'air sentait la poussière et l'huile chaude. Un parfum de vengeance s'y mêlait à peine perceptible. Depuis 3 semaines, Nadia préparait un plan qu'elle n'avait confié à personne, pas même à Samir, son fils de 17 ans, qui croyait encore que sa mère n'était qu'une simple ouvrière silencieuse parmi d'autres. Il ne savait pas que, sous la table métallique, dans une boîte à couture ordinaire, elle cachait un petit flacon translucide rempli d'une poudre argentée. Ce n'était pas du poison au sens traditionnel, c'était un produit chimique subtil, un irritant industriel qu'elle avait détourné d'un lot destiné au nettoyage des machines. À faible dose, il ne tuait pas, il affaiblissait, rongeait la peau, provoquait des brûlures lentes et des allergies inexpliquées. Nadia l'avait découvert par hasard après l'accident d'une collègue, Aïcha, brûlée aux mains alors qu'elle manipulait sans gants un détergent hautement confidentiel envoyé par la direction française pour tester un nouveau procédé d'entretien. Le lendemain, Aïcha avait été licenciée pour négligence, sans indemnité. Nadia avait juré ce jour-là que quelqu'un payerait. La direction locale n'était qu'un paravent, les vrais maîtres, c'étaient les investisseurs français qui passaient en échuvée climatisée, signaient des contrats, distribuaient des sourires et repartaient vers leurs hôtels 5 étoiles. Parmi eux, un homme en particulier, Antoine Delcourt, directeur de la marque, celui qui venait inspecter les lieux tous les 2 mois. Grand, élégant, parlant un français si poli qu'il en devenait tranchant, il l'appelait « ma petite fée » parce qu'elle cousait plus vite que toutes les autres. Un soir, après une inspection, il l'avait convoquée dans le bureau vitré de l'étage, sous prétexte de discuter d'un modèle. Ce qui s'y passa, Nadia ne l'avait jamais raconté. Mais quand elle en ressortit, sa chemise était froissée et ses yeux secs. Antoine, lui, sifflotait déjà dans le couloir. Depuis ce jour, Nadia avait cessé de prier. Elle n'avait plus qu'une foi, la justice du geste. Chaque point de couture qu'elle traçait devenait une prière inversée, un acte de résistance. Et ce soir, pour la première fois, elle passait à l'action. La robe qu'elle finissait devait être livrée à Paris le lendemain matin, un prototype unique pour la collection automne de la maison Delcourt et Fils. C'était le vêtement parfait pour commencer. La soie, fine comme un souffle, absorberait aisément la poudre. Elle en avait dilué une infime quantité dans un mélange de parfum et d'eau distillée, puis elle en avait vaporisé chaque couture, chaque ourlet, chaque bouton intérieur. Le résultat était indétectable. La robe exhalait un parfum léger de fleurs d'oranger, mais au contact prolongé de la peau, la poudre provoquerait une éruption invisible d'abord, puis des démangeaisons, enfin des plaies microscopiques. Rien de mortel, rien de spectaculaire, mais assez pour défigurer une campagne publicitaire, retarder un défilé, créer du doute, ruiner une réputation. Nadia voulait que Delcourt sente sur sa peau le prix de sa domination. Son plan était précis. À chaque livraison, elle ajouterait une dose imperceptible, jusqu'à ce que la marque entière se retrouve frappée d'une mystérieuse allergie textile. Les modèles tomberaient malades, les stylistes s'alarmeraient, les médias afflaireraient un scandale. Personne ne songerait à remonter jusqu'à l'atelier de Casablanca, encore moins jusqu'à elle. Elle avait préparé des gants, des sprays, des tissus tests, tout méticuleusement. Mais ce soir-là, un incident faillit tout compromettre. Alors qu'elle finissait les dernières broderies, une silhouette se pencha derrière elle. C'était Youssef, le contremaître. Il portait sa chemise ouverte sur un torse moite et un sourire trop sûr de lui. « Encore là, Nadia ? Tu veux battre ton record ?» Elle répondit d'un ton neutre, sans lever les yeux. « Je termine pour demain. » Il observait la robe, puis sa main glissant sur le tissu. « Tu devrais te reposer, tu as les doigts tremblants. » Elle sentit son souffle dans sa nuque. Un frisson glacé lui traversa la colonne vertébrale. « Recule, murmura-t-elle. Mais Youssef insista.
Tu crois que je ne vois pas comment tu regardes le patron français? Il t'aime bien, peut-être qu'il te donnera un poste à Paris. » Nadia se retourna lentement, ses yeux noirs plantés dans les siens. « Je n'ai besoin de personne. » Le silence s'installa, lourd, puis Youssef haussa les épaules et s'éloigna, ricanant. Elle attendit qu'il disparaisse avant de reprendre son travail. Son cœur battait trop vite. Il ne devait rien découvrir, pas maintenant. Elle finit la robe, la plia dans du papier de soie, la glissa dans la boîte de livraison, puis nettoya soigneusement sa table, comme une chirurgienne après une opération clandestine. En quittant l'atelier, elle jeta un dernier regard aux rangées de machines. Tant de vies enfermées ici, tant de mains usées pour enrichir des inconnus. Sous la lumière artificielle, les visages paraissaient faits de cire. Nadia sentit une vague de colère la traverser, brûlante et claire. Dehors, la nuit de Casablanca vibrait de klaxons et de chaleur. Le muezzin appelait à la prière, mais elle continua à marcher sans s'arrêter. Elle rentra dans sa petite chambre au dernier étage d'un immeuble gris du quartier Aï Mohammadi. Samir dormait déjà, ses cahiers ouverts sur le lit. Elle caressa doucement ses cheveux. Il rêvait de partir en Europe, de devenir ingénieur. Elle savait que le monde ne voulait pas de rêveurs comme lui. En se regardant dans le miroir fissuré, elle vit une femme différente. Pas une ouvrière, pas une victime, mais une main invisible prête à frapper là où personne ne regarderait. Sur le balcon, les lumières de la ville pulsaient comme un cœur malade. Dans sa tête, Nadia cousait déjà la nouvelle robe. À 1000 kilomètres de Casablanca, Paris se réveillait sous une pluie fine qui glissait sur les vitrines du boulevard Haussmann, effaçant les reflets des affiches de mode où la perfection se vendait comme une vérité. Dans les bureaux lumineux de Delcourt et Fils, tout sentait la réussite calibrée, le café coûteux, les bouquets de lit blanc, le cuir des fauteuils. Antoine Delcourt, costume bleu nuit, cravate soyeuse, entra dans la salle de réunion en retard, un sourire fatigué au coin des lèvres. Il n'avait dormi que 3 heures, hanté par une démangeaison étrange sur son cou. « Allergie de stress », avait dit son médecin. Mais Antoine ne se souvenait pas d'avoir jamais été allergique à quoi que ce soit, sauf à la médiocrité. Sur la table, la robe ivoire attendait, suspendue sur un mannequin. Elle brillait sous la lumière des projecteurs, pure, parfaite, vivante. « Chef-d'œuvre », murmura la styliste française, une jeune femme aux cheveux roses, tout droit sortie d'un clip. Les mannequins, elles, se pressaient dans les coulisses, impatientes d'essayer les prototypes. Parmi elles, Clara Morel, le visage de la nouvelle campagne, 22 ans, peau de porcelaine, sourire d'enfant triste. Elle enfila la robe sans un mot, se regarda dans le miroir, fit quelques pas gracieux, puis s'immobilisa. Une crispation passa sur son visage, imperceptible d'abord, puis plus nette. « Ça pique », dit-elle doucement. « Peut-être les coutures », répondit la styliste sans lever les yeux. Mais en quelques minutes, la peau de Clara rougit, des taches apparaissaient le long de son décolleté. « Enlevez-la, vite !» cria quelqu'un. Antoine s'approcha, fronça les sourcils. La robe fut retirée, mais la rougeur persistait. Un silence tendu s'abattit sur la salle. « C'est impossible !» souffla la styliste. « La soie est pure !» Antoine, lui, sentait sous sa propre chemise une chaleur similaire. Sa nuque le brûlait, son épaule le démangeait. Il passa la main sous son col et découvrit une marque rouge. Personne ne remarqua son geste. Il se força à sourire. « Nettoyez tout, reprenez les tests », ordonna-t-il d'un ton calme. Mais à l'intérieur, une angoisse insidieuse grandissait. Le soir, seul dans son bureau, il examina la robe. Il connaissait les matières, les fournisseurs, les circuits, rien d'inhabituel dans les étiquettes. Pourtant, une odeur légère flottait, un parfum de fleurs d'oranger, familier, mais troublant. Il se souvenait d'une femme qui portait cette odeur là-bas, à Casablanca. Nadia. Il ferma les yeux. L'image d'elle penchée sur sa machine revint, précise, sa concentration, la manière dont ses mains suivaient le tissu comme si elle le caressait. Antoine n'était pas du genre sentimental, mais il savait reconnaître le talent. Nadia avait ce don rare, celui de donner à la matière une âme. Et maintenant, cette même matière lui mordait la peau. Il sourit malgré lui. Ironie du sort. Pendant ce temps, à Casablanca, Nadia suivait les nouvelles sur son téléphone usé. Le site de mode Luxe et Création publiait un article alarmiste. Incident dermatologique lors d'une séance d'essayage chez Delcourt et Fils. Un mannequin hospitalisé. Elle lut l'article 3 fois, le cœur battant. Le plan fonctionnait. Loin de se réjouir, elle sentit une étrange paix l'envahir. Pas de triomphe, pas de remords, juste la sensation d'un engrenage qui se mettait en marche.
Dans l'atelier, les autres femmes ne parlaient que de la livraison suivante. La production avait été suspendue temporairement pour contrôle qualité. Youssef, le contremaître, semblait nerveux. Il avait reçu un appel direct de Paris. Nadia se doutait que Delcourt allait venir lui-même. Il venait toujours quand quelque chose tournait mal. Elle passa la soirée à préparer son matériel, vérifiant que son petit flacon était encore dissimulé dans sa boîte à épingles. Samir, son fils, rentra tard du lycée, l'air préoccupé. « Maman, ils ont parlé de la firme à télé, tu sais. Ils disent que des vêtements de Casablanca auraient causé des problèmes. » Elle hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas notre faute. » Il la fixa longuement, comme s'il pressentait quelque chose. « Maman, tu as l'air différente depuis des semaines. » Elle détourna les yeux. « Je suis fatiguée, c'est tout. » Mais en elle, une autre fatigue bouillait, celle de toute une vie de silence avalé. 2 jours plus tard, Delcourt arriva à Casablanca, accompagné d'un assistant au regard froid. L'atelier avait été nettoyé de fond en comble, mais l'atmosphère était lourde. Il le vit entrer par la grande porte vitrée. Le même costume, la même arrogance tranquille, mais cette fois son visage semblait plus fermé. Il serra quelques mains, observa les postes de travail, posa des questions sur les procédures d'hygiène. Quand il passa devant Nadia, il s'arrêta. Toujours fidèle au poste, à ce que je vois. Elle sentit ses doigts trembler, mais ne répondit rien. Il s'approcha, huma légèrement l'air. « Cette odeur, c'est vous ?» demanda-t-il avec un sourire ambigu. « Fleur d'oranger, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça poliment. Il ne pouvait pas le savoir. Pas encore. Le soir, Delcourt provoqua le contremaître Youssef et quelques responsables. La réunion dura 2 heures. À la sortie, Youssef la regarda avec un mélange d'inquiétude et de haine. « Tu devrais faire attention, Nadia. Le patron pose des questions, des drôles de questions. » Elle haussa les chevaux. « J'ai rien à cacher. » Il rit chèquement. C'est ce qu'ils disent tous avant de disparaître. Cette nuit-là, Nadia dormit mal. Dans son rêve, elle se voyait coudre encore et encore des fils rouges se mêlant à la soie blanche, jusqu'à ce que la robe prenne vie et l'étrangle. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Dehors, l'appel du muezzin annonçait l'aube. Elle alla se laver le visage à eau froide, se regarda dans le miroir, l'ombre sous ses yeux avait épaissi, mais son regard brillait d'une clarté nouvelle. Elle savait que le jeu venait de commencer. À Paris, le scandale s'étendait. 3 mannequins hospitalisés, 2 stylistes en arrêt maladie, un photographe victime de brûlures aux mains après avoir touché la robe. Les médias s'emparaient de l'affaire. Le luxe toxique, enquête sur les dessous des grandes marques. Les actionnaires appelaient Delcourt, furieux. Les ventes chutaient. L'entreprise devait réagir vite. Delcourt convoqua une équipe d'experts pour examiner chaque pièce venant de Casablanca. Rien d'inhabituel ne fut trouvé. Mais un détail le troubla. La même odeur revenait, toujours légère, presque imperceptible. Ce parfum de fleurs d'oranger. Il demanda un échantillon du produit utilisé pour le repassage final. Aucun n'existait. À ce moment précis, il comprit qu'il avait affaire à quelque chose de plus personnel. À Casablanca, Nadia sentait le filet se resserrer. Des inspecteurs français étaient attendus pour vérifier les procédés. Youssef rôdait souvent près de son poste, fouillant du regard ses outils. Un matin, il trouva sa boîte à couture déplacée de quelques centimètres. Quelqu'un avait cherché. Son cœur accéléra. Elle décida d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, elle resta après la fermeture, seule dans l'atelier silencieux. Sous les néons mourisants, elle prépara une dernière robe, une pièce destinée à être présentée publiquement à Paris lors d'une conférence de presse de Delcourt. Une robe rouge sang, symbole de la renaissance de la marque. Elle y travailla toute la nuit, chaque couture imprégnée d'une dose plus concentrée du produit. Le tissu vibrait sous ses doigts comme une peau vivante. À l'aube, elle glissa la robe terminée dans la boîte de transport officielle et verrouilla le couvercle. Quelques heures plus tard, Youssef entra dans l'atelier l'air pressé. « Où est Nadia ?» demanda-t-il. Personne ne répondit. Elle avait disparu, laissant derrière elle sa blouse pliée sur la chaise. La robe, elle, était déjà en route pour Paris, accompagnée d'un certificat signé de sa main. Fait avec dévotion et précision. N. El Mansouri. À Paris, Delcourt reçut la robe comme un signe. Elle était parfaite, somptueuse, hypnotique. Il la fit suspendre dans le hall d'entrée, décidé à la présenter lui-même à la presse le lendemain. Ce soir-là, il resta tard dans son bureau, observant la robe rouge sous la lumière tamisée. Il posa une main dessus. Le tissu était chaud, presque vivant. Et dans le silence,
Un frisson le parcourut, lent, brûlant et irréversible. La robe rouge. Sous les flashs des journalistes et les éclats des projecteurs, Antoine Delcourt se tenait droit, impeccable, devant la robe rouge suspendue sur un mannequin de verre. Le hall du siège parisien brillait de 1000 reflets, saturés de parfums et de murmures. Les caméras capturaient chaque détail, chaque pli du tissu, chaque mot prononcé. « Mesdames et messieurs, voici notre renaissance, la nouvelle ère Delcourt et Fils, symbole d'élégance et de passion. » Sa voix était posée, mais son visage trahissait une fatigue inhabituelle. La nuit précédente, il n'avait presque pas dormi. Sa peau le brûlait encore, surtout au cou et aux poignets. Pourtant, il se tenait là, sourire figé, devant une robe qui lui semblait à la fois magnifique et menaçante. Au premier rang, les journalistes griffonnaient. Certains observaient avec curiosité les pansements discrets qu'il portait au doigt. Une rumeur persistait déjà. Antoine Delcourt, le grand couturier, victime du même mal mystérieux que ses mannequins. Personne n'osait encore l'écrire, mais tous le pensaient. Quand il termina son discours, il posa la main sur la robe rouge, un geste calculé pour la photo officielle. Le contact fut immédiat, brûlant, presque intime. Une douleur aiguë remonta le long de son bras. Il se força à sourire. Les flashs crépitèrent. Le lendemain matin, il se réveilla en sueur, la paume cloquée, la gorge en feu. Les médecins parlaient de réactions chimiques, d'allergies rares, mais aucun traitement ne fonctionnait. Dans son miroir, Antoine vit apparaître sur sa peau des taches rouges, comme des coutures invisibles. Il pensa d'abord à un symbole du destin, puis à une malédiction. Et quelque part, au fond de lui, un nom revint, obsédant. Nadia. Pendant ce temps, dans un quartier anonyme du 19e arrondissement, une femme observait la même conférence sur l'écran d'un café Internet. Sous un foulard clair, ses yeux brillaient d'un calme étrange. Nadia El Manzouri, entrée en France 3 jours plus tôt sous une fausse identité, Laïla Kassem, technicienne textile invitée par un fournisseur, buvait lentement son café tiède. Elle regardait Delcourt parler avec ce même ton paternaliste qu'il utilisait jadis à Casablanca. Le voir transpirer, hésiter, dissimuler sa douleur sous un sourire mondain, lui procura une satisfaction glaciale. Elle avait traversé la mer pour ce moment. Le plan approchait de son apogée. Le produit qu'elle avait utilisé sur la robe rouge n'était pas seulement irritant. Il contenait une version modifiée du composé industriel initial, altéré pour pénétrer la peau plus profondément. À dose lente, il provoquait une infection auto-immune, indétectable au départ. Les médecins croiraient à une réaction de stress, puis à un virus. Nadia ne voulait pas tuer immédiatement. Elle voulait détruire la façade, faire s'effondrer l'homme derrière la marque. Elle savait qu'à Paris, tout scandale se transforme vite en spectacle. Elle voulait que la chute de Delcourt soit publique, inévitable, filmée. Ce soir-là, elle quitta le café, traversa les rues humides, son foulard serré autour du visage. Elle louait une petite chambre dans une résidence de migrants près du canal de l'Ourcq. Chaque soir, elle cousait à la main un fragment de tissu rouge, comme un rituel, comme une prière silencieuse. Les aiguilles et les fils constituaient son seul langage. Elle n'avait plus peur d'être découverte. La peur appartient à ceux qui ont quelque chose à perdre. Et Nadia n'avait plus rien. À l'usine, elle avait laissé derrière elle des femmes qui ne comprendraient peut-être jamais, mais qui, un jour, en entendant son nom, sauraient qu'une des leurs avait osé rendre coup pour coup. À Paris, la presse parisienne s'enflammait. Les réseaux sociaux diffusaient des images du directeur malade, des mannequins alités, des pièces mises sous scellé. Le hashtag « robe rouge » devenait viral. Des vidéos circulaient, des influenceuses se filmaient en train de tester la soie toxique pour le buzz. Le nom Delcourt, jadis synonyme de prestige, virait au cauchemar médiatique. Les actionnaires suspendaient les livraisons, les boutiques fermaient temporairement. Dans les coulisses, Delcourt hurlait contre ses équipes. Trouvez d'où vient cette foutue contamination. Casablanca, vérifiez les teintures, les produits, tout. Youssef, le contremaître, fut contacté. Sous pression, il avoua avoir suspecté une ouvrière, Nadia El Manzouri. Aussitôt, les enquêteurs fouillèrent son dossier. Une irrégularité apparut.
un badge disparu, une trace de passeport falsifié signalée à l'aéroport Moabed V de Casablanca. La police française reçut l'alerte. « Elle est peut-être déjà ici », déclara un inspecteur à Delcourt. Ce dernier sentit le sang le quitter. Il ne dit rien. Ce soir-là, il retourna au siège vide. Les lumières tamisées caressaient la robe rouge. Il s'approcha lentement, tremblant. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. Mais la robe ne répondit pas. Derrière lui, la porte de verre s'ouvrit sans bruit. Une silhouette féminine entra, fine, immobile. « Parce que vous avez cru que je ne valais rien », dit une voix calme, posée, presque douce. Antoine se figea. Il se retourna. Nadia était là, debout, sans peur, vêtue de noir. « Vous !» balbutia-t-il. « Comment avez-vous » Elle s'avança, un sourire à peine esquissé. « Vous m'avez appris à coudre, monsieur Delcourt. J'ai simplement appliqué vos méthodes. Précision, patience, discrétion. » Il recula, la main tremblante. « Vous allez tout détruire, vous, une ouvrière !» Elle haussa les épaules. « Une ouvrière peut créer la beauté. Elle peut aussi la faire pourrir. » Le silence retomba, dense. On n'entendait plus que la respiration de l'homme, saccadée. « Vous n'obtiendrez rien, » souffla-t-il. « J'ai encore du pouvoir. » Nadia s'approcha jusqu'à effleurer la robe. « Vous aviez le pouvoir, Antoine. Maintenant, c'est elle qui l'a. » Il comprit soudain. La robe, sa robe, portait encore la substance. Elle toucha sa main. Le contact fut bref, mais suffisant. Il sentit immédiatement une brûlure, un feu intérieur. Nadia recula, le regard fixé sur lui. « Adieu, monsieur Delcourt. » Puis, elle tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière elle l'homme vacillant pris dans sa propre toile. Le lendemain matin, on retrouva Antoine Delcourt inconscient dans son bureau, la main crispée sur un morceau de tissu rouge. L'affaire fit la une des journaux. Les experts parlaient de sabotage, la police évoquait une piste terroriste. Mais aucun nom ne fut retrouvé, aucune trace de Nadia. Elle avait disparu dans la ville, avalée par le tumulte anonyme de Paris. Le monde de la mode, lui, vacillait entre fascination et horreur. La robe rouge devant un symbole, une légende urbaine, celle d'une création qui détruit son créateur. Et quelque part, au fond de lui, une femme observait la pluie tomber sur les vitres en silence, un sourire imperceptible aux lèvres. Elle pensa, la couture n'est qu'une autre façon d'écrire l'histoire, avec du fil, du sang et du temps. La pluie tombait sur Paris comme une poussière froide, lavant les traces du scandale sans parvenir à en effacer l'odeur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la chute d'Antoine Delcourt. Les journaux parlaient d'un empoisonnement mystérieux, d'un sabotage industriel, d'un complot contre le luxe français. Les théories s'empilaient contradictoires, absurdes, fascinées. Les réseaux sociaux avaient transformé l'affaire en mythe. On murmurait que la robe rouge était maudite, qu'elle portait en elle la souffrance des ouvrières exploitées, que la matière vivait encore, respirait la haine. Dans les ateliers, les stylistes chuchotaient le nom de la robe comme on prononce une prière interdite. Et pendant que les uns tremblaient, d'autres s'inclinaient devant ce symbole d'une beauté vengeresse. Dans sa petite chambre du canal de l'Ourcq, Nadia El Mansouri observait ce déchaînement de loin. Elle lisait tout, écoutait tout, collectionnait chaque article, chaque photo, chaque vidéo. Elle notait dans un carnet les mots que les journalistes employaient pour décrire sa création. Toxique, sublime, interdite, divine, impure. Ces adjectifs, elle les savourait un à un comme des épices. Le monde entier parlait de la robe, sans savoir que la main qui l'avait cousue appartenait à une femme sans nom, une exilée sans papier, un fantôme du Sud. Elle n'avait pas fui, pas encore. Elle se cachait à découvert, invisible dans la foule. Le matin, elle prenait le métro comme tout le monde, observait les vitrines où s'exposaient des vêtements coûtant plus d'1 année de salaire d'ouvrière. Elle étudiait la ville comme on étudie une toile. Chaque rue, chaque visage devenait une couture dans le grand tissu de son plan. Car elle n'en avait pas fini. La vengeance, elle le savait, n'est jamais un acte unique. C'est une série de points serrés, une broderie lente sur le tissu de la peur. Et son aiguille n'avait pas encore quitté la main. Antoine Delcourt vivait encore, hospitalisé, surveillé, le visage couvert de lésions qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Mais la marque, elle, tentait de se relever, d'étouffer le scandale.
On parlait d'une reprise sous la direction de Camille Delcourt, la fille d'Antoine, jeune diplômée de commerce, ambitieuse, souriante. C'est elle qui allait redorer l'image de la maison familiale. On la présentait partout, sur les plateaux télé, dans les magazines. Elle promettait une marque plus éthique, plus humaine, tournée vers la solidarité et la transparence. Nadia la regardait à travers les écrans, fascinée par cette hypocrisie polie. Camille avait le même regard que son père, froid, calculateur, mais plus dangereux encore. Elle savait pleurer à commande. C'est à ce moment que Nadia comprit que la vengeance devait changer de cible. Delcourt père n'était qu'un symptôme. La vraie maladie, c'était le système, le sourire lisse qui transforme la douleur des uns en fortune des autres. Elle ne voulait plus seulement blesser un homme, elle voulait révéler une vérité. Alors elle décida de s'infiltrer à nouveau. Un matin, elle se rendit dans une agence d'intérim spécialisée dans la logistique. Elle y présenta de faux papiers, un accent maîtrisé, une histoire simple. Leïla Kassem, couturière tunisienne en quête de travail temporaire. Son expérience parlait pour elle. 2 jours plus tard, elle était affectée dans un entrepôt en banlieue parisienne, sous-traitant de Delcourt et Fils, chargé du stockage et du conditionnement des nouvelles collections. Le destin, ou le hasard qu'elle appelait parfois Dieu par ironie, lui avait offert une place au cœur du nouveau système. L'entrepôt sentait le carton et le tissu neuf. Les palettes s'empilaient, étiquetées avec soin. Collection Renaissance. Des robes blanches, des vestes pastel, tout un monde d'innocence fabriqué pour effacer la tache rouge du passé. Nadia observait les codes barrés, les formulaires, les flux d'expédition. Chaque soir, elle notait les horaires, les noms, les circuits. Elle travaillait vite, sans se faire remarquer. Mais au fond, elle préparait une nouvelle couture invisible. Elle savait où se trouvaient les parfums, les solvants, les produits de traitement. Elle savait aussi comment les transformer. Dans l'ombre de l'entrepôt, elle rencontra Karim, un manutentionnaire d'origine algériane, discret, au regard doux. Il remarqua sa précision, sa rigueur. Peu à peu, ils commencèrent à parler, d'abord du travail, puis de la vie. Karim avait 2 enfants au pays, il envoyait de l'argent chaque mois. Il parlait peu, mais quand il souriait, son visage s'ouvrait comme une fenêtre. Nadia ne cherchait pas à se lier, mais sa présence la réchauffait. Une nuit, alors qu'ils rangeaient ensemble les dernières caisses, il lui demanda « Est-ce que tu crois qu'on peut changer quelque chose, nous, les petites mains ?» Elle répondit sans hésiter « Oui, mais il faut savoir où piquer le tissu. » Il ne comprit pas la métaphore, mais il hocha la tête, respectueux. Les semaines passèrent. Camille Delcourt annonça une conférence de relance. Delcourt renaît grâce à ses équipes et à la confiance retrouvée. L'événement aurait lieu dans un grand hôtel du 8e arrondissement, retransmis en direct. Nadia se porta volontaire pour préparer les tenues d'exposition. Elle obtint l'autorisation de manipuler les vêtements sous la supervision d'un chef d'équipe français trop fatigué pour surveiller vraiment. Dans la salle de stockage, seule, elle ouvrit les boîtes une à une. Cette fois, elle ne versa pas de poison. Elle verparisait une solution inodore contenant une enzyme corrosive dérivée de produits domestiques modifiés. Le résultat ne serait pas immédiat. Après quelques jours, la soie se décomposerait lentement au contact de la lumière et de la sueur, ternissant, se fissurant, se désagrégeant sous les caméras. La perfection du luxe allait littéralement s'effriter en direct. Ce n'était plus une vengeance, c'était une démonstration. La veille de la conférence, Nadia retourna dans sa chambre, lessivée mais sereine. Elle alluma une bougie, posa son carnet à côté et écrivit quelques lignes. Le fil est tendu. Demain, le tissu parlera. Puis elle éteindit la lumière. Dans la rue, les voitures passaient comme des ombres. Le lendemain, le monde de la mode retenait son souffle. Dans la grande salle de l'hôtel, décorée d'orchidées blanches, Camille Delcourt monta sur scène, vêtue d'une robe issue de la nouvelle collection. Les projecteurs illuminaient le tissu comme une promesse. Elle parlait avec assurance, citant son père, parlant de seconde chance, de responsabilité sociale, d'humanité retrouvée. Le public applaudissait, charmé. Mais au bout de 20 minutes, un murmure traversa la salle. Quelqu'un remarqua une tache d'ombre sur la manche de Camille, puis une autre sur sa jupe. Le tissu, d'un blanc parfait au départ, semblait se tacher, se décomposer. Une panique silencieuse gagnait l'assistance. Les caméras zoomèrent. La robe se fissurait, littéralement, comme si elle fondait. Camille, d'abord incrédule, sentit la matière se coller à sa peau, se déricher. « Coupez les caméras !» cria quelqu'un. Trop tard, les images circulaient déjà sur Internet. En quelques minutes, la conférence de relance devint un cauchemar mondial.
Les journalistes parlaient de la malédiction Delcourt. Les investisseurs fuyaient. Dans un café du 19e, Nadia regardait les images sur son téléphone, entourée d'ouvriers en pause. Personne ne savait qui elle était. Quand la robe de Camille se désintégra en direct, un frisson parcourut la salle. Nadia sentit une perle couler, non pas de joie, mais d'épuisement. Elle avait terminé ce qu'elle avait commencé. Pourtant, au fond d'elle, une autre émotion montait, une peur froide, nouvelle. Car elle savait que cette fois, il la chercherait vraiment, et elle n'avait plus d'endroit où fuir. Le soir, en rentrant, elle trouva Karim qui l'attendait près du canal. « Tu pars, hein ?» dit-il simplement. Elle le regarda sans répondre. Il ajouta doucement « Je ne sais pas ce que tu as fait, Leïla, mais tout ça, on en parlera pendant des années. » Elle ferma les yeux. « Ce n'est pas de la gloire que je voulais, seulement la vérité. » Il la prit dans les bras. Pour la première fois depuis des années, elle sentit la chaleur d'un être humain sans peur, sans domination, sans dette. Puis elle s'éloignait dans la nuit. Les gyrophares clignotaient déjà au loin. 2 jours plus tard, la police française annonçait la découverte d'un carnet dans une chambre du 19e arrondissement. À l'intérieur, des croquis de vêtements, des formules chimiques, des citations griffonnées. La couture est une arme, chaque point est une mémoire. Aucune empreinte claire, aucun document d'identité. Le nom de Nadia El Mansouri circulait à peine, murmuré dans quelques rapports confidentiels. Le Monde, lui, retint une autre légende, celle de la couturière fantôme, celle qui avait fait tomber l'empire du luxe à coups d'aiguilles invisibles. Et quelque part, loin de Paris, sur la côte atlantique, une femme marchait sur une plage au lever du soleil, les pieds nus dans le sable. Elle tannait entre ses doigts un fil de rouge. Le vent du large soufflait sur son visage, et dans ce souffle, il lui sembla entendre la voix de toutes celles qui avaient cousu avant elle, toutes celles qu'on n'avait jamais écoutées. Elle sourit, ferma les yeux, et laissa le fil s'envoler dans le vent. Le dernier fil... La mer était calme ce matin-là, d'un gris presque métallique, et la lumière du jour naissant se reflétait sur les vagues comme sur la lame d'un couteau. Nadia marchait lentement le long de la plage, son foulard battant au vent, son regard perdu vers l'horizon. Le bruit régulier des vagues lui rappelait le rythme des machines à coudre, ce battement mécanique qui avait accompagné toute sa vie. Depuis qu'elle avait quitté Paris, elle vivait dans un village de la côte basque, sous le nom de Leïla Benadi, hébergée par une vieille femme qui croyait héberger une réfugiée politique. Elle travaillait discrètement dans un petit atelier artisanal, réparant les vêtements des pêcheurs, reprisant les filets, vivant dans une paix silencieuse que la radio, les journaux et Internet semblaient avoir oubliée. Mais le passé ne se coupe pas aussi facilement qu'une déchirure. Il revient toujours par les coutures. Un soir, alors qu'elle fermait l'atelier, elle vit sur l'écran d'un téléphone une notification d'actualité. Antoine Delcourt est mort à l'hôpital Saint-Louis des suites de complications affectueuses. Sa fille, Camille, annonce la dissolution définitive de la maison Delcourt et fils. Nadia resta immobile. Il n'y eut ni joie ni soulagement. Juste un vide profond, comme si le fil qui la tenait debout depuis des mois venait de se rompre. Elle rentra chez elle et s'assit dans l'obscurité. Ses mains tremblaient. Elle avait gagné, pensait-elle, mais la victoire avait le goût amer de la cendre. Dans le silence, elle se demanda si la vengeance pouvait vraiment réparer quelque chose, ou si elle ne faisait que reproduire la même douleur sous d'autres formes, dans d'autres corps. Le lendemain, un inconnu entra dans l'atelier. Grand, élégant, vêtu d'un imperméable sombre, il parlait avec cet accent neutre des Parisiens qu'elle reconnaissait immédiatement. Il se présenta comme Julien Moreau, journaliste indépendant. Il disait écrire un livre sur l'affaire Delcourt, sur la face cachée de la mode mondiale. Il avait retrouvé sa trace, prétendait-il, grâce à une photo floue prise dans un café de Belleville des mois plus tôt. « Je sais que c'est vous, » dit-il calmement. « Je ne veux pas vous dénoncer. Je veux comprendre. » Nadia le regarda longuement sans répondre. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni menace, seulement une curiosité sincère, presque respectueuse. Il revint plusieurs fois, achetant un café au distributeur, parlant du monde, des inégalités, du silence des femmes dans les usines. Peu à peu, elle se laissa apprivoiser. Une nuit, elle finit par parler. Pas tout, pas les détails techniques, mais l'essentiel, la fatigue, la colère,
Le viol qu'elle n'avait jamais dénoncé, la mort d'Aïcha, l'humiliation, l'idée qui était née dans la douleur et qui avait grandi dans le silence. Julien écoutait sans l'interrompre, prenant parfois des notes, parfois non. « Vous savez, dit-il un soir, votre histoire, ce n'est pas celle d'un crime, c'est celle d'une création. Vous avez transformé votre souffrance en œuvre, une œuvre de vengeance peut-être, mais aussi de vérité. » Nadia eut un sourire triste. « Une œuvre ne laisse pas de mort derrière elle. Moi, si. » Il baissa les yeux. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. L'art et la vengeance se confondent dans la même couture. Les semaines passèrent. Le livre de Julien fut publié sous le titre « La femme au fil rouge ». Il ne citait jamais le vrai nom de Nadia, mais tout le monde devina. Le livre fit scandale, devint un manifeste. Les écoles de mode débattaient de son contenu. Les féministes en firent un symbole, les médias s'en emparèrent. En France, on parlait d'elle comme d'une héroïne tragique, ailleurs comme d'une terroriste textile. Les avis se déchiraient. Mais Nadia resta cachée dans son village, continuant à coudre en silence. Parfois, elle recevait des lettres sans expéditeur, des ouvrières du Bangladesh, du Vietnam, du Maroc, des femmes qui lui écrivaient pour dire merci. « Tu as fait ce que nous n'avons jamais osé faire. Tu as rendu visible l'invisible. » Ces lettres, Nadia les gardait dans une boîte en fer, avec la bobine de fil rouge qu'elle avait emportée de Paris. Un soir d'hiver, une jeune fille du village entra dans son atelier, tenant une robe en main. « Elle est déchirée, dit-elle timidement. C'était une simple robe de coton, mais blanche, fragile, presque transparente. Nadia prit l'aiguille, enfila le fil rouge, commença à coudre. Les gestes revenaient d'eux-mêmes, précis, doux. À mesure qu'elle cousait, elle sentait quelque chose se délier en elle, comme chaque point refermait aussi une blessure ancienne. La jeune fille la regardait, fascinée. « Vous êtes couturière depuis longtemps ?» demanda-t-elle. Nadia répondit « Depuis toujours », puis elle ajouta après un silence « Et je le serai jusqu'à ma mort ». Quand la robe fut réparée, elle tendit le vêtement à la jeune fille. Le fil rouge brillait sous la lumière. « Ce n'est qu'une couture », dit-elle. Mais parfois, une couture suffit pour que tout tienne encore debout. Cette nuit-là, elle rêvait qu'elle marchait dans un immense atelier sans fin, où des femmes cousaient côte à côte, sous une lumière dorée. Leurs visages changeaient sans cesse, jeunes et vieux, noirs, bruns, pâles, tous semblables dans leur concentration. Et au centre de la salle, une immense robe flottait, faite de morceaux de tissu du monde entier, cousus ensemble par des fils rouges. Une voix murmurait « Rien ne meurt tant que le fil reste tendu ». Elle se réveilla en larmes, le cœur apaisé. Le lendemain, elle alla jusqu'à la mer, sortit de sa poche la bobine de fil rouge et la lança dans les vagues. Le vent l'emporta au large. Nadia sourit. Elle savait qu'un jour, quelque part, quelqu'un trouverait ce fil et comprendrait qu'il avait appartenu à une femme qui avait cousu la justice avec ses propres mains. Ce jour-là, elle n'était plus une criminelle, ni une ouvrière, ni une victime. Elle était simplement celle qui avait cousu son destin jusqu'au bout, point par point, sans jamais rompre le fil. L'aiguille du monde. Le vent soufflait fort sur la côte ce matin-là, chargé d'embrun et de sable. Nadia s'était levée avant l'aube, comme toujours. Le corps obéissait encore aux vieilles habitudes de l'usine, ce rythme que ni la fuite ni la liberté n'avaient su effacer. Elle préparait le café, ajustait son foulard, puis sortait marcher sur la plage. Le monde semblait paisible, mais elle sentait que quelque chose approchait. Un dernier écho de son passé, un fil encore tendu qu'elle n'avait pas vu se rompre. Depuis la parution du livre de Julien Moreau, la France entière s'était divisée. Certains la traitaient de criminelle, d'autres d'icône. Des manifestantes brandissaient des pancartes rouges dans les rues de Paris. « Nous sommes les mains qui cousent !» Dans les écoles de design, on étudiait son histoire comme un cas d'éthique, de résistance et d'art subversif. Mais dans l'ombre, la police n'avait jamais fermé le dossier. Une femme sans identité, disparue après avoir provoqué la chute d'un empire, pour l'État, ce n'était pas une légende, c'était une tâche à effacer. Et c'est ainsi qu'un matin de février, une voiture noire s'arrêta devant l'atelier du village. 2 agents en civil descendirent. Ils montrèrent une photo imprimée, une femme au regard fixe, en noir et blanc. « Vous la connaissez » demanda l'un d'eux à la vieille propriétaire. Elle hésita, puis secoua la tête. Mais Nadia,
derrière la porte, avait tout entendu. Elle savait que le temps de la cachette touchait à sa fin. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle écrivit une lettre, adressée à Julien Moreau. « Si vous lisez ces lignes, c'est que le fil s'est rompu. Je n'ai jamais voulu la gloire, seulement la vérité. Si le monde parle encore de moi, qu'il se souvienne que je n'ai jamais cousu pour détruire, mais pour dévoiler. Les blessures de la soie ressemblent à celles des femmes, invisibles, mais profondes. Continuez à raconter, mais ne m'idéalisez pas. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une cicatrice. » Elle laissa la lettre sur la table, éteignit la lampe et sortit. La nuit était dense, lourde, presque bleue. La mer brillait au loin comme une plaque d'acier. Elle marcha longtemps jusqu'à la jetée, là où les vagues frappaient les pierres avec une obstination qu'elle reconnaissait. Le vent lui arrachait le foulard. Ses cheveux fouettaient son visage. Elle s'assit, ferma les yeux. Dans le fracas des vagues, elle entendait encore les voix du passé. Aïcha, les femmes de l'atelier, les cris étouffés, les rires forcés, la rumeur des machines, et au milieu de tout cela, la sienne, calme, obstinée. Elle pensait à Samir, son fils, resté au Maroc. Elle n'avait plus eu de nouvelles depuis des mois. Peut-être avait-il lu le livre, peut-être savait-il, peut-être pas. Elle espérait qu'il ne la jugerait pas, qu'il comprendrait qu'elle n'avait pas cherché la vengeance pour elle seule, mais pour toutes celles qui n'avaient jamais eu le droit de parler. Le vent redoublait, les vagues montaient. Elle resta là, immobile, jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. À Paris, quelques jours plus tard, Julien reçut la lettre. Il la lut plusieurs fois en silence. Les mots tremblaient d'une lucidité presque douloureuse. Il comprit alors que son livre n'avait été qu'une première couture et que l'histoire ne lui appartenait plus. Il décida d'en faire un documentaire, non pas sur Nadia, mais sur toutes les ouvrières qu'elle représentait. Le film s'appellerait « L'aiguille du monde ». Il partit en Asie, en Afrique, au Maghreb. Il filma des mains, des visages, des tissus. Partout, il trouvait des femmes qui connaissaient déjà le nom de la couturière rouge. Certaines avaient cousu un fil rouge sur leurs vêtements en signe de solidarité. Le symbole s'était répandu comme une onde invisible. Un fil pour relier les souffrances, un fil pour coudre le monde ensemble. Quelques mois plus tard, au printemps, le corps d'une femme fut retrouvé au bord de la mer, non loin du village où Nadia vivait. Aucun papier, aucun signe distinctif, sinon une bobine de fil rouge serrée dans sa main. Les autorités parlèrent d'un accident, mais dans les rues de Paris, les affiches rouges rapparurent. On y lisait simplement « Le fil ne meurt pas ». Et le fil, en effet, ne mourut pas. Dans les ateliers de Rabat, des ouvrières cousaient en secret des messages dans les doublures des vêtements. « Nous existons ». À Dakar, des étudiantes en mode organisaient une exposition nommée « Les cicatrices du tissu ». À Milan, une créatrice osa présenter une collection entière cousue de fil rouge, dédiée à celle qui a rendu la couture politique. Le monde de la mode, pour la première fois, s'interrogea sur sa propre violence. Les directeurs parlaient de durabilité, d'éthique, de respect, mais derrière ces mots, un nom planait, sans qu'on ose le prononcer. Julien Moreau, lui, montra son film au Festival de Cannes. À la fin de la projection, un long silence précéda les applaudissements. Sur l'écran noir apparut une phrase unique. À Nadia, qui a cousu la vérité point par point. Le journaliste sut alors que, même si son corps avait disparu, son œuvre, elle, avait été éternelle. Le fil rouge passait désormais entre les mains du monde. Et dans un atelier, quelque part, au Maroc ou ailleurs, une jeune fille reprenait le même geste, penchée sur sa machine, ignorant tout de celle qui avait ouvert la voie. Elle cousait, simplement, parce qu'il fallait bien vivre. Mais dans le mouvement de ses doigts, il y avait déjà autre chose. Une mémoire tissée dans le sang et la lumière, une promesse silencieuse que le fil un jour servirait encore à recoudre ce que le monde avait déchiré. Ainsi se termina l'histoire de Nadia El Mansouri, femme sans tombe, sans nom officiel, mais avec un héritage plus solide que la pierre. Elle avait cousu la justice dans le tissu du monde. Et tant qu'une seule femme continuerait à faire passer le fil dans le chat de l'aiguille, tant qu'une main tremblerait au-dessus d'un tissu, son souffle vivrait encore. Le vent de l'Atlantique soufflait ce jour-là, portant avec lui peut-être une odeur de fleurs d'oranger et de feu, le parfum d'une femme qui avait osé transformer la couture en rebelle et la douleur en légende.